Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans notre émission du tableau à l'histoire. Ce soir, sur notre plateau, nous recevons une témoin. Alors non, pas témoin, parce qu'en fait, c'est moi qui ai envoyé la pierre sur Simon de Montfort afin de libérer Toulouse. C'est génial. Alors derrière moi, vous pouvez voir la muraille peinte par Jean-Paul Laurens qui met en scène le siège de Toulouse. Alors asseyez-vous s'il vous plaît. Alors, le siège de Toulouse, s'il vous plaît, dites-nous en plus. Oui, alors, le siège de Toulouse. Vous savez, vous vous rappelez tous, c'était en juin 1211, il n'y a pas si longtemps. Est-ce que vous
Oui, oui. Mais si, 20 ans de guerre, des pertes terribles sur tout le territoire. À ce moment-là, la situation était très simple. D'un côté, il y avait Simon de Montfort, et de l'autre, Toulouse. Simon de Montfort était là, avec son armée encore Je frissonne, nous frissonnons. Alors, s'il vous plaît, asseyez-vous face caméra, n'oubliez pas, je vous ai demandé quoi à la début de l'émission. Alors, dites-nous en plus sur ce Simon de Montfort. Oui, alors, Simon de Montfort. Donc, un chef de guerre cruel, sanguinaire, d'une cruauté sans pareille. Il avait une chevelure incroyable, ce qui lui a valu le surnom du lion. À son retour des guerres en Provence, son message est très clair. Soit Toulouse accepte comme chef, soit il détruit Toulouse. Quel suspense! Asseyez-vous s'il vous plaît, face caméra. Alors, que s'est-il passé? Alors, vous vous doutez bien, les Toulousains et Toulousaines ont réagi. On a défendu la ville, on a construit des barricades, on a tenu le siège contre Simon de Montfort. Alors on était tous là, jeunes, vieux, riches, pauvres, tous ensemble, aux aguets, là sur les starting blocks en attendant le retour de Simon de Montfort. Et moi j'étais là. J'avais dans ma main le levier de la catapulte pour envoyer la pierre sur Simon de Montfort. Bon, attendez, vous n'allez pas me dire que c'est vous qui avez tué Simon de Montfort. J'ai tué Simon de Montfort. J'ai tué Simon de Montfort. Et la pierre arriva tout droit à la nettoyer. C'est là pas le coup de son d'acier que les yeux, la cervelle, et tout a éclaté. C'est super. À terre, il tomba, mort, limite, ensanglanté. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir au tableau? Vous pouvez nous dire où vous êtes, s'il vous plaît? Vous voyez pas? Non. Très bien. Vous avez la corde sur votre droite. Prenez la corde. Il a une épée. Vous prenez l'épée, vous descendez l'épée. Vous tombez sur la catapulte. Vous descendez la catapulte. Et là, sur votre droite, vous avez une petite silhouette blanche. C'est moi. Alors, forcément, on voit pas bien parce que je suis de dos et toute petite, mais pour une raison très simple. Jean-Paul Lorenz voulait faire figurer tout le monde sur son tableau, mais il a représenté les autres d'abord, et je suis restée à un détail. C'est super, alors on arrive à la fin. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est temps que l'histoire se souvienne de vous, de nous. Il est temps de comprendre que nous ne sommes pas des détails. Oui, mesdames et messieurs, ensemble, nous allons revivre ce moment de l'histoire. Nous allons tuer l'ensemble Simon de Montfort. C'est super. Alors, mesdames et messieurs, vous avez des projectiles avec vous. Oui, alors nous allons ensemble revivre ce moment historique. Nous allons l'abattre. Alors, avec-moi. Allez, 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 allez. La fin de l'émission, merci à tous d'avoir suivi. Bravo. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bonsoir à tous. Je suis chanoine du pape Urbain II. Vous me reconnaissez? Ben, je suis là, sur le tableau. Eh oui. C'est moi? C'est moi qui tiens le dé. Ben, le dé, c'est la sorte de temple qu'il y a au-dessus du pape Urbain II qu'on sort pour les grandes occasions. C'est Benjamin Constant qui a dessiné ce tableau, c'est un artiste que j'adore. Là, on est à Toulouse. Bah, vous reconnaissez la porte? C'est la porte Arnaud Bernard. Je vois que vous êtes bien réveillés. Alors, ce que j'aime sur ce tableau, c'est qu'on reconnaît tout le monde. Le pape Urbain II sur son cheval, en dessous, le comte de Toulouse en blanc avec son épée, tout devant, l'archevêque de Toulouse, suivi des chanoines de Saint-Cernin, et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Les chevaliers!
Tout le monde sait ce que traverse l'Église. Nous vivons une époque troublée. Jérusalem, la ville sainte, est envahie par les infidèles, les démons, les barbares. Les pèlerins qui partent sur les chemins d'Orient sont insultés, agressés pendant la prière. On les vole, on les tue, et chez nous, c'est le schisme religieux. Les fidèles sont divisés entre Rome et Constantinople, entre les catholiques et les orthodoxes. Mais malgré le chaos et la discorde, le pape Urbain II a eu la brillante idée d'inventer le concept de la guerre sainte et des croisades. Alors, une guerre sainte, qu'est-ce que c'est? C'est de la rigueur, qu'est-ce que c'est? De la fraternité, de l'adrénaline. Mesdames et messieurs, en direct pour vous ce soir à Toulouse, après une tournée des conciles en France à guichet fermé, nous allons vous faire un extrait du concile de Clermont à l'aide de mon ménestrel. Musique! C'est moi. Juste là au centre, c'est moi. Eh oui, je suis sculpteur. Je sculpte un max. C'est mon père, Pierre Lucas, qui m'a montré deux trois trucs en sculpture. Comme lui, j'ai réalisé des grands ouvrages dans des grandes demeures de la région. Je me suis formé à l'Académie royale de Toulouse en 1761. Premier prix de sculpture de l'Académie. Exact. Vous connaissez la porte de Saint-Cyprien? Oui. Les sculptures, c'est lui. Exact. J'aime mon marteau. Il est très léger mais très solide. Sa précision est extrême. J'aime le marbre. Surtout le marbre blanc de Carrare. C'est italien. J'aime l'Italie et la truc blanche de l'Europe. Et surtout, le marbre blanc de Carrare. Il a une structure exceptionnelle. Vous voyez ce bloc dans lequel je suis en train de sculpter? Je suis allé chercher moi-même en Italie. Ébauché et taillé sur place, puis fait livrer en barque juste ici. Et ensuite, il l'a scellé et sculpté à l'endroit exact des Pontuaux. C'était une super belle journée. On avait reçu la visite de l'archevêque Lobélic Brienne. C'est lui qui a impulsé la construction du canal. Et là, ce jour-là, je venais de terminer une de mes parties favorites de ce bas-relief. L'Occitanie. Exact. Regardez, elle est là, au centre, au milieu du bas-relief. Alors ça s'appelle un bas-relief parce que c'est en bas et que c'est un relief. Donc, au centre, l'Occitanie, que je veux représenter ici au travers d'une figure féminine. Elle a la main Elle est poussée. entourée de deux génies à qui elle ordonne de creuser le canal. Derrière les deux génies, un panorama De la ville rose. Toulouse. Tolosa, mon petit bébé. En panorama, donc, la ville de Toulouse, et avec en surplomb, Le dôme. des chercheurs de palais. Ici, j'ai classifié le canal au travers d'un homme barbu. Parce qu'en fait, les hommes à barbe, c'est toujours très charmant. J'aime Toulouse et la région. Alors, quand on m'a dit de faire un bas-relief monumental pour célébrer la fertilité et la prospérité de ces deux choses que j'admire, j'ai dit oui. Donc, en 1770, On commence à creuser le canal. 1775, Le bas-relief est terminé. 1776, Mise en service du canal. décidément, rien ne nous échappe. Saviez-vous que lorsque je réfléchis évidemment, qu'est-ce qu'on dirait? C'est vrai? Si, en fait, on dirait. Dis-moi, mon crétin, si le ménestrel se pointe là, maintenant, tu le laisses passer? Bien sûr que non, monseigneur.
à me courir sur le poids cassé. Ouais. C'est encore là. On a dit, personne ne passe. C'est fort, hein. J'ai dit, personne ne passe. C'est pas compliqué. Personne ne passe. Quoi? Silence, vide. Oui, silence. C'est bon. Tout va bien. Personne n'est passé. Ouais. Personne n'est passé. Tout va bien, on fait sa mission. Il n'y a aucun problème, regarde. C'est tout seul. C'est bon. Donc, en train de vous démontrer qu'être Monseigneur. Alors non, je préférerais pas. Et ça tombe bien parce que dans le fond, je vous aime bien. Et moi aussi, je t'aime bien. Par contre, ce serait super sympathique si tu pouvais bien me rendre mon épée, s'il te plaît. Bien sûr, Monseigneur, tenez, la voilà. Merci, j'en ai besoin pour te maraver la tronche. Oh, ça suffit maintenant. La geste est finie. La geste est finie. Mais ça veut dire que j'ai gagné. Eh, c'est encore une victoire pour qui? C'est une victoire pour le beau, le grand, le fort, l'ange. Ouais. Bravo. La classe sociale au Moyen-Âge est très présentée. Il ne faut pas sortir de sa classe sociale. En gros, on a une grande chaîne, au niveau de la spiritualité et de la religion, on a ce qu'on appelle la grande chaîne de l'être. Où il y a des éléments qui sont hiérarchisés du plus important au moins. En premier, on va avoir le feu. Ensuite, on va avoir l'air, avec les anges par exemple, l'eau et la terre. Les puissants vont essayer par tous les moyens, que ce soit leur manière dans la vie de tous les jours ou leur alimentation, de se rapprocher du divin. Vous allez voir que la cuisine ne fait pas exception. Donc on se rapproche du divin comment? Feu, noble, il faut savoir que le Moyen-Âge est assez bling bling. Hein. On aime bien montrer qu'on a de l'argent et on le fait savoir et qu'on est puissant et qu'on est riche et regardez mes habits, mes bijoux et ma table et mes épices et tout ça. Donc le puissant va lui vouloir asseoir cette puissance et cette force. Les valeurs des nobles, c'était vraiment la puissance physique et sexuelle. Et ça se traduisait par la consommation de viande. Alors sachez que le mot viande au Moyen-Âge, ça vient de vivenda et c'est tout ce qui est nécessaire à la vie. La viande, c'est toute l'alimentation. Et ce que eux appelaient viande, ils le parlaient en tant que chair. La chair, c'est la viande. Et la viande, c'est l'alimentation. Vous suivez? Donc ils vont avoir un accès quand même sur la viande, mais pas n'importe quelle viande. Selon ce que je vous ai dit sur la grande chaîne de l'être, quels est les animaux qui se rapprochent plus du feu et de l'air? Non. Les choses, c'est sur la terre. Il l'a pas aussi. Donc en gros, voilà, tout ce qui va se rapprocher de l'air, de l'élément air et de l'élément feu va être proche du divin. En mangeant, on ne nourrit pas seulement son corps, on nourrit aussi son âme. Donc, si on consomme des volatiles, des fruits cueillis dans l'arbre et tout ça, on se rapproche de Dieu. Les épices aussi. On va faire aussi attention aux couleurs. On va adorer le blanc, le pain en froment, le pain de blé, le baguette. C'est du pain blanc, c'est du pain léger, c'est du pain de limite. Le bas peuple, lui, va manger d'autres pains plus rustiques, avec des grains
graines, de seigle, de sarrasin, d'orge, d'avoine, lourd, plus consistant, plus adapté aussi à leur activité physique. Donc l'élite va consommer de la viande, et en plus de cette viande de volaille qui est une viande maigre, qui est une viande volatile, qui est une viande blanche, on va aimer la cuire comment? On va aimer la rôtir, ou la faire en grill. Bonsoir. Bonsoir. Bah, approchez-vous parce qu'il y a un micro. Mais... Ah bah, bonjour. Ça va? Approchez-vous, approchez-vous. Alors, bienvenue ou re-bienvenue pour ceux que j'ai pas vu ou vu tout à l'heure. J'ai pas la mémoire des visages. Bienvenue donc à cette impromptu autour de Molière, dans le cadre des Nuits du patrimoine et surtout du tableau Molière et Goudouli que vous trouvez dans la salle du conseil municipal. Je m'appelle Bruno, je suis... salut, je sais pas comment tu t'appelles. Je m'appelle Bruno, je suis l'administrateur du théâtre du Capitole. Et pour cette soirée placée sous le signe du rire et de la culture, je vais tout de suite laisser ma place à Nadine, notre élue, et Véronique, l'archiviste de la Bibliothèque du patrimoine, qui vont nous parler de ce célèbre tableau peint par Débat-Ponsant, Molière et Goudouli. Véronique, c'est mon patron, mon prénom. Donc, bienvenue pour cette inauguration du tableau de Débat-Ponsant. Débat-Ponsant, en tant que, oui. On peut parler de son métier. Voilà, Débat-Ponsant, bien sûr, qui est un bien triste peintre. C'est un artiste peintre de la peinture. Il fait de la peinture. Et donc moi, en tant que spéciste, qu'archevêque, qu'archiviste, je suis experte, chevronnée sur le sujet, je voulais vous parler un petit peu de la vie, du parcours de Débat-Ponsant. Édouard, de son prénom, est donc né le 25 avril 1847. Alors ça, je le retiens facilement parce que c'est la même date que l'anniversaire de ma mère, enfin avec 100 ans d'écart, mais ça, bon. Et donc, il est né à Toulouse. Oh, Toulouse, le jazé, là. Oui. Débat-Ponsant. Oui, Débat-Ponsant. Eh bien, qu'est-ce qu'on disait? Allô. Oui. Où est-ce qu'il est né? Oui. Eh bien, il est né chez son grand-père, au 13 rue Pharaon. 13 rue Pharaon, ben, c'est juste à côté de chez moi, le 17 rue Pharaon. J'habite dans ce quartier, c'est très pittoresque, quartier des Carmes. Vous pouvez apercevoir un merveilleux couvent. Il est mort à Paris le 25 janvier. Oh, il devait faire froid. 1913, c'est facile à retenir, 32 ans avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Bon. Et alors, où repose-t-il? Eh bien, il repose au cimetière de Passy, à Paris, quartier dans le 13e, non, pas du tout, dans le 16e arrondissement, hein, chez les riches, voilà, la pépite, le haut, oui, pardon. Oui, Débat-Ponsant, et donc élève de Alexandre Cabanel. Alexandre Cabanel, très connu pour sa peinture académique, bien sûr. Cabanel, pour le retenir, on pense à Cabanel. Et donc Débat-Ponsant est très connu pour ses portraits de la viande toute moisie, de la grande bourgeoisie. Et donc il peint aussi des projets franciliens, des portraits parisiens. Très connu aussi pour ses scènes de la grande antiquité, de la grande histoire, mais pas que. Il peint aussi des grandes scènes paysannes comme ça. Et aussi, il peint des choses très impressionnistes parce qu'il est né entre deux siècles, figurez-vous. Donc Monet, tout ça. Mais au fond, Bredine, Odile, Madame l'élue, mais au fond, tout cela n'est qu'un sous-fifre, que préfet,
Tout ça n'est qu'un prétexte pour parler du Bataclan, du monument, de l'héritage, de la France. Molière est encore là parmi nous. Mais Minou, mais que diable allait-il faire dans cette galère? Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Et je ne n'ai rien tant que ces grands faiseurs de contorsions. Et je ne vais pas tout vous dire, c'est dans le Misanthrope, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais oui, Molière, il est l'âme du théâtre. Et dans cet hôtel de Ville, qui est aussi un théâtre, quoi de mieux pour célébrer Molière? Et moi, aujourd'hui, je suis fauchée, chauffée, touchée, émue. Je suis émue parce que c'est un moment vraiment très particulier aujourd'hui. Nous aurons le plaisir tout à l'heure de voir le tableau de Monsieur Despas-Ponsant que je n'ai pas encore Monet. Monet est un nommé, nommé, que je n'ai pas encore nommé. Gruyère et Ravioli, Molière et Goudouli. Et oui, Molière et Goudouli, il est juste au-dessus. C'est merveilleux, dans la salle du conseil municipal du Capitole, juste à côté de la salle des illustres. La salle des illustres, à peine plus petite que le Palais des Glaces à Paris, la Galerie des Glaces à Paris.